Êtes-vous prêt pour une autre petite session de questions et réponses? Qu'est-ce qu'on a sur cette plaquette Hewlett Packard? Eh bien, je vous donne en mille le condensateur électrolytique. Bidouilleurs, salut! Aujourd'hui, je vous présente la troisième vidéo de questions-réponses. J'ai sélectionné les questions d'aujourd'hui parmi celles soumises par courriel à electro.bidouilleur@yahoo.ca ou tirées des commentaires que vous me laissez sur YouTube. Notez que j'édite les questions pour ne garder que le texte pertinent. J'enlève, entre autres, les remerciements et les bons commentaires. Mais sachez que je suis très reconnaissant des mots d'encouragement. Bon, vous avez sans doute remarqué l'épinglette ici que je porte. Le pin, comme on dit en France, c'est un bidouilleur radioamateur français, Jean-Charles, qui me l'a fait parvenir. C'est une épinglette de vendeur de Tandy. C'est bien sûr en relation à ma vidéo numéro 42 sur la faillite de Tandy Radio Shack. Je la trouve très cool. Donc merci Jean-Charles. Bon, je vais la retirer pour ne pas vous distraire au sujet de cette vidéo qui, en fait, est les questions et réponses. Alors, on enlève. D'ailleurs, j'aurais peut-être drainé les piles. OK. Sans plus tarder, la première question. De Carduste. Bonjour. Pourquoi autrefois il y avait autant de transformateurs ou d'inductances et que maintenant, aujourd'hui, il n'y en a plus une seule? Bon, ben, d'abord, il y a encore des inductances aujourd'hui, mais il y en a moins, c'est vrai. Et elles sont plus petites parce que mieux construites et donc moins visibles. Mais pourquoi y en a-t-il moins? C'est ça la question. Avant tout parce que beaucoup des circuits résonants LC de l'époque sont aujourd'hui remplacés par des cristaux de quartz. Hein? Donc, plus performants, beaucoup plus stables, ils nécessitent peu ou pas de réajustement. Vous pouvez visionner ma vidéo numéro 44 d'introduction au quartz pour plus de détails. Une autre raison est l'avènement, plus récent cette fois-ci, des SDR, Software Defined Radio, ou en français, je dirais radio constituée de logiciels, quelque chose comme ça. Dans ce type de radio, l'étage d'amplification RF existe toujours, donc le premier étage dans le cas d'un récepteur ou le dernier étage dans le cas d'un émetteur. Mais tous les circuits de fréquences intermédiaires, de modulation et d'oscillateurs locaux sont éliminés au profit de traitements numériques informatiques. Il y a donc beaucoup moins d'inductance requise. Au sujet des transformateurs maintenant, car on parlait d'inductance et de transformateurs, donc tous les types de bobines, les transformateurs de puissance sont monstrueux en grosseur et pas très efficaces au niveau des pertes en chaleur. On en voit donc de moins en moins. On voit aujourd'hui beaucoup plus d'alimentation par découpage, donc en anglais on dit switching supply, mais ce genre d'alimentation nécessite quand même une bobine de puissance, habituellement montée sur un noyau de ferrite. Mais c'est quand même beaucoup plus petit que les gros transformateurs qu'on avait il n'y a pas si longtemps. Ce genre d'alimentation à découpage aura aussi un transformateur pour fin d'isolation entre le primaire et le secondaire, mais beaucoup plus petit, en effet, car il opère à des fréquences beaucoup plus élevées. Donc, en résumé, ne croyez pas que vous ne verrez plus de bobines dans le futur, mais leur usage est en effet gardé au minimum nécessaire, car elles sont en général considérées comme grosses. Donc, ennemi de la miniaturisation. Et on vit dans un monde miniaturisé aujourd'hui, il faut le dire. OK, alors voilà. Maintenant, une autre question de Frank Von Hatten. Bonjour, j'ai le projet de faire un régulateur de charge solaire. Quel pic me conseilleriez-vous? Alors, c'est difficile pour moi de répondre à votre question. Pourquoi? Parce que je n'ai aucune idée des caractéristiques et des besoins de votre projet. De toute façon, la meilleure façon d'apprendre est de faire l'exercice soi-même.
pas de se fier aveuglément à l'opinion de quelqu'un d'autre. Pour vous aider à faire le bon choix, définissez votre projet clairement, comme par exemple le nombre d'entrées analogiques et numériques requises. Avez-vous besoin de sorties analogiques comme Pulse Width Modulation, PWM, d'une interface série UART? Avez-vous des besoins particuliers en minuterie à l'interne dans le PIC? Ensuite, faites vous-même les recherches sur le site de Microchip en faisant des recherches paramétriques, donc des tableaux, et vous pouvez spécifier quelles caractéristiques vous recherchez. Donc, ce qui vous aidera vraiment à éliminer les pics qui ne répondent pas à vos besoins. Lisez la fiche technique d'un modèle de pic qui vous intéresse. Lisez-la assez en détail. C'est en faisant l'exercice que vous allez apprendre. Ce n'est pas nécessairement amusant, mais c'est comme ça que vous allez vraiment comprendre les différentes possibilités des pics. Ensuite, bien, mouillez-vous, achetez-en quelques-uns de modèles variés. On parle de quelques euros ou dollars chacun, donc trompez-vous et recommencez. C'est ça le bidouillage. Bon, je vais tout de même vous donner un petit conseil. Si vous recherchez un micro-contrôleur, donc un PIC de 8 bits, regardez la famille PIC 18 plutôt que la famille PIC 16. Je l'ai déjà mentionné ça dans le passé. Le PIC 16 est une famille âgée en décroissance. La famille PIC 18 est plus complète et mieux optimisée pour le langage C. D'accord? OK. Question suivante de Alexander Hardegenil. Je m'excuse si je ne le prononce pas bien. Salut le bidouilleur. Vu que tu as l'air de t'y connaître un peu en appareil d'époque, qu'est-ce qui permet de conserver des appareils dans le meilleur état des appareils dont on se sert qu'occasionnellement, par exemple? Puis là, on ne parle pas nécessairement d'appareils de plus de 40 ans. OK? Bon, alors, d'abord, moi, je ne m'y connais pas, je vais le dire tout de suite, là, particulièrement beaucoup sur les radios antiques. Je suis plus contemporain dans les radios. Je suis, on pourrait dire même un néophyte dans les radios antiques. Mais je fouille sur la toile pour en apprendre davantage. Les forums de discussion sont une mine d'or d'informations sur les radios antiques. OK. La conservation des appareils maintenant. Moi, je dirais en premier, l'évidence, c'est l'environnement, OK, de conservation. Donc, oubliez les granges, les garages, les sous-sols humides, les greniers abandonnés. Gardez plutôt vos appareils dans un endroit sec et tempéré. Évitez aussi les rayons du soleil, même indirects. Donc, surveillez les fenêtres à proximité. C'est très néfaste pour la couleur des plastiques. OK? Évitez l'ozone généré par certains purificateurs d'air. Je vous le dis, c'est de moins en moins populaire, mais l'ozone, c'est très mauvais pour les plastiques et le caoutchouc. Ça désagrège complètement le caoutchouc. Et maintenant, du point de vue électrique, évitez aussi l'exposition à la fumée de cigarette. Car ça encrasse les contacts électriques et c'est tout un travail de nettoyage. D'accord? Maintenant, du point de vue de l'alimentation de l'appareil, je recommande de faire fonctionner les appareils régulièrement. C'est à vous de décider à quel rythme, mais moi, je dirais quelques heures ou 6 mois peut-être, quelque chose comme ça. Il y a les fameux condensateurs électrolytiques à l'intérieur, sur les blocs d'alimentation, entre autres, qu'il faut vraiment faire travailler régulièrement. Il y a aussi les piles rechargeables de rétention de mémoire dans plusieurs appareils de mesure, entre autres. Inspectez-les régulièrement car elles peuvent fuir et faire des dommages au circuit. Ça m'est arrivé et ça vous arrivera, je suis convaincu un jour. Parlant de piles, si votre appareil fonctionne à piles jetables, retirez-les entre les utilisations. À moins que ça vous amuse de nettoyer les fuites blanches dans le compartiment de piles. Moi, ça ne m'amuse pas.
OK? Alors, c'est mes petits conseils pour la conservation à long terme des appareils. Maintenant, question suivante de Linux77. Comment gérez-vous la calibration, donc l'étalonnage de tous vos appareils? Cela reste un point essentiel de faire confiance à ces mesures et donc à ces appareils. Aussi, il ne m'est pas possible de sous-traiter ces opérations, l'étalonnage, vu le coût. Bien, moi non plus. Quelles sont vos solutions? Bon, en effet, ce n'est pas évident d'avoir la certitude que nos instruments de mesure sont dans le mille, si on peut dire. Sachez qu'il y en aurait pour une ou même des vidéos complètes juste sur l'étalonnage à la façon du bidouilleur. L'étalonnage, c'est une question de confiance. Confiance du point de vue des statistiques, donc des probabilités et de la dérive. La première approche de vérification est la comparaison. Si vous avez, par exemple, 3 multimètres et que les 3 multimètres indiquent des valeurs très proches l'une de l'autre, vous développerez une certaine confiance en vos lectures. Si un des 3 multimètres indique à côté des deux autres, vous pouvez suspecter que ce multimètre a glissé. Je dis bien suspecter, car vous n'en avez pas la certitude. Ce pourrait être les deux autres qui ont glissé. Mais disons que les probabilités sont que c'est le troisième qui est en dehors de sa fenêtre d'étalonnage. D'accord? Donc, comparaison. L'autre façon de faire un étalonnage maison est de se procurer des composants de très basse tolérance. Par exemple, des résistances de précision, du type, par exemple, de 0,1 de tolérance. Il n'est pas difficile de vous procurer des résistances de 0,1 ou même mieux pour quelques dollars. 0,1 maximum 1 $ pièce chez les grands distributeurs de pièces. Le prix va très élevé par contre, plus on diminue la tolérance. Mais jusqu'à 0,1 c'est très peu onéreux, si on peut dire. Un autre exemple, une référence de tension, CC, à 0,02 de précision, à moins de 10 $ chez ces mêmes distributeurs de pièces. J'ai justement l'intention de construire une petite référence de tension et courant continu. Alors, j'en ferai sûrement des vidéos à suivre donc. Je suis quand même avancé dans mes idées. Et ça pourra être intéressant pour vous de reproduire ce petit circuit. Au niveau des tensions CA, là, c'est plus compliqué. Je vous le concède, il y a du travail d'exploration à faire. Il faudrait probablement passer par des techniques indirectes de conversion fréquence à tension ou numérique à analogique. Et là-dessus, je fais de l'exploration pour voir si je ne pourrais pas produire une référence de tension CA à un prix acceptable. Donc, à suivre ça aussi. Au niveau de l'étalonnage en fréquence, c'est le phénomène physique, donc la fréquence et le temps, l'inverse de la fréquence, phénomène physique dont la haute précision est la plus facile à atteindre, croyez-le ou non. Si vous êtes un bidouilleur débrouillard, vous pouvez vous construire, comme je l'ai fait, une référence de 10 MHz pilotée par GPS pour moins que 100 $. Vous obtiendrez ainsi une précision bien meilleure que 1 fois 10 exposant moins 9, soit 1 nanoseconde d'erreur sur une seconde, maximum 1 nanoseconde sur une seconde. Vous pouvez aussi vous procurer une référence atomique au rubidium. Je ne parle pas ici au césium, mais bien au rubidium, un peu moins bonne, mais tout de même. Pour entre, disons, 100 et 200 $, mais là, vous êtes totalement autonome, sans possibilité de vous comparer pour vérifier la précision de votre référence. Il faut faire confiance à la référence atomique à ce moment-là. Bon, assez sur l'étalonnage. Il faudra définitivement y revenir dans une vidéo ultérieure. OK. Autre question. De Octopuchil. Est-ce que l'eau du robinet ne serait pas un peu trop minérale pour imbiber l'éponge de nettoyage de panne de fer à souder?
accélérant par là son oxydation. Serait-il plus judicieux d'utiliser de l'eau déminéralisée? Je me pose la question car j'ai pu observer plusieurs pannes se détériorer rapidement autrefois. Et que dire de ces éponges sèches en métal, appelées racleurs? Apporte-t-elle un plus avant d'utiliser l'éponge humide? Aurait-elle un effet sur les réactions d'oxydation? J'imagine qu'il se passe plein de choses à ces hautes températures. Bon. Alors, c'est une longue question, mais essentiellement, c'est comment est-ce qu'on nettoie nos pannes? Quelle est votre préférence là-dessus? Ça tourne autour de ça. Je crois que de toutes mes vidéos, c'est la vidéo numéro 3 sur une introduction au fer à souder qui génère le plus de commentaires. On se rend compte à la lecture des commentaires qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire le nettoyage des pannes de fer à souder. D'abord, sur l'eau utilisée. Moi, j'utilise de l'eau du robinet. J'habite la ville et l'eau n'est pas vraiment dure ici. Si vous êtes nerveux à ce sujet, procurez-vous de l'eau déminéralisée ou distillée, très peu chère, à l'épicerie ou à la pharmacie. Okay? Concernant les techniques de nettoyage maintenant, certains ne jurent que par la boule de paille métallique, d'autres préfèrent l'éponge imbibée d'eau. Il y a toutes sortes d'arguments pour et contre. Je n'entends pas argumenter longtemps là-dessus ici. Moi, je préfère l'éponge imbibée. Avec la soudure au plomb, la panne est toujours brillante et adhérente. En 35 ans de bidouillage, je me rappelle d'avoir changé la panne de mon fer qu'une seule fois. Et c'était une panne en cuivre sur un fer de piètre qualité. Donc, les fers modernes de bonne qualité ont des pannes qui s'usent beaucoup moins. Est-ce que la boule métallique fonctionne mieux avec de la soudure sans plomb? Moi, je ne suis pas convaincu. J'utilise l'éponge imbibée. Ceci dit, je respecte les préférences de tous et chacun. L'important, c'est d'être satisfait de la qualité et de la facilité du soudage. Bon, bien, voilà, on s'arrête ici. Bien sûr, il y aura d'autres vidéos de questions et réponses. Mais faites-moi parvenir vos questions et il y aura des sujets qui vous intéressent pour meubler les vidéos, tout simplement. Alors, merci de votre attention et à la prochaine!